Voilà, hop. Donc la position par rapport aux autres va permettre de mieux interpréter le comportement. Important aussi de relever le quand, que ça soit, au niveau du quand, la date, au niveau du jour et la date, au niveau de l'heure. Parce que, certains comportements vont aussi avoir plus ou moins d'importance en fonction d'une saison de reproduction, par exemple, ou d'une certaine rythmicité, dans la journée. La durée du comportement peut être représentative aussi, surtout quand on va mesurer les réseaux sociaux, par rapport à la durée, d'un contact ou, d'un comportement dit affiliatif. Et puis vous avez aussi la position dans une séquence qui va être, importante. Et puis vous avez le comment, qui sont plus les aspects biologiques, le stimuli. Pourquoi ce comportement est du coup, produit à un moment donné. Et puis vous avez le pourquoi qui sont aussi les causes proximales ou distales. Alors, le comment et le pourquoi, en éthologie, c'est ce qu'on appelle les 4 questions de Tinbergen. Ces 4 questions de Tinbergen, c'est encore quelque chose sur lequel chaque éthologue normalement, travaille et se pose, la question. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment chaque comportement peut répondre ou on peut l'étudier à travers ces 4 questions. Donc dans les 4 questions de Tinbergen, vous avez tout d'abord l'ontogénèse du comportement. Donc là, c'est comment un comportement va se mettre en place au cours du développement de l'individu. Alors, si on étudie les relations sociales, par exemple, le jeu va être un processus important chez les jeunes pour le développement des relations sociales et des relations de dominance. Le mécanisme du comportement, donc là, c'est comment le comportement est-il contrôlé par les mécanismes physiologiques. Alors, pas simplement, ici, vous avez les muscles, nerfs, hormones, mais c'est aussi quels sont les stimuli qui vont permettre au comportement, justement, de se déclencher. Vous avez la phylogénèse du comportement qui est important, donc c'est comment un comportement va émerger et évoluer au cours de l'histoire évolutive d'une espèce. Donc, par exemple, est-ce que le jeu, on le retrouve chez l'homme? Est-ce qu'on le retrouve également chez d'autres espèces animales? Et jusqu'à quelle espèce animale dans l'arbre phylogénétique? Donc, il faut savoir que le jeu, justement, c'est quelque chose qu'on peut même retrouver jusque chez les reptiles et c'est pas forcément quelque chose de social. Il y a aussi du jeu individuel pour apprendre la vie, et comment on utilise son environnement. Et puis, vous avez la fonction du comportement. Donc là, c'est quelles sont les conséquences en termes de survie, de succès reproducteur, de fitness. Donc, par exemple, le jeu. À quoi sert le jeu? Eh ben, à mieux appréhender son environnement et donc à mieux survivre dans son environnement. En éthologie, vous avez aussi une méthode scientifique. Donc ici, comment on se pose une question qui est très, qu'on suit, qu'on essaye de suivre à la lettre. Alors, je pense que c'est pas spécifique à l'éthologie, hein, c'est assez général aux sciences. Donc on va se poser une question. Par rapport à cette question, on va formuler différentes hypothèses. Par rapport à ces hypothèses, on va faire des prédictions. C'est ce qu'on appelle du coup la méthode hypothético déductive. Et ça, pour essayer de tester du coup ces hypothèses et ces prédictions, on va avoir 2 approches en éthologie, l'approche de laboratoire et puis l'approche de terrain. Donc j'aurai pas forcément le temps de revenir ici sur les 2 exemples qui sont donnés, mais je vais vous présenter quelques exemples de manière assez large. Donc la méthode hypothético-déductive, c'est quoi? Bah, vous observez quelque chose dans la nature, donc vous avez la sensation, l'impression qu'il y a une relation et qu'il y a une question qui existe. Par rapport à ça, on va formuler des hypothèses qui vont être plausibles, formuler des prédictions qui sont fondées sur ces hypothèses. Alors les hypothèses, en général, c'est justement, vous allez chercher l'hypothèse qui va. Vous avez votre question par rapport à ça, vous avez une hypothèse, mais vous allez aussi formuler des hypothèses alternatives qui peuvent contredire votre propre hypothèse, et ça de manière à mieux la vérifier. Et les prédictions, c'est tout ce qui va découler de l'hypothèse précisément. Et pour tester ces prédictions, vous allez collecter des données, analyser ces données, et en fonction de ça, rejeter l'hypothèse ou soutenir l'hypothèse. Si vous rejetez l'hypothèse, eh ben, il faut formuler une hypothèse alternative ou voir si les hypothèses alternatives que vous avez formulées sont vérifiées. Et si vous avez soutenu l'hypothèse, vous utilisez cette hypothèse pour formuler une théorie. C'est-à-dire que vous allez aller vérifier chez d'autres espèces animales, par exemple, que celles que vous avez étudiées, et voir si c'est quelque chose qui se généralise.
Alors, en éthologie, quand on va étudier le comportement, on va distinguer ce qu'on appelle la description formelle de la description fonctionnelle. Par exemple, quand on sourit, vous pouvez dire: «Voilà, cet humain sourit». Mais à travers le sourire, vous avez déjà c'est une description, mais c'est une description où on apporte une fonction à ce comportement. Si vous voulez dire que ce soit quelque chose qui soit plus formel, il faut vous dire que c'est simplement que vous, retroussez, les lèvres, par exemple, que vous, faites fonctionner les muscles de vos joues et que, vous découvrez, vos dents, en ayant la bouche fermée. Et là, vous apportez pas une fonction. Ça, c'est intéressant puisque justement, quand on va étudier la fonction du sourire, chez différentes espèces animales, on va s'apercevoir que ce sourire peut avoir une fonction affiliative, chez les humains comme chez le mandrill ou chez, certaines espèces de macaques comme le macaque de Tonkéan, mais que chez d'autres espèces, comme les chimpanzés ou comme, d'autres le macaque rhésus, en fait, ce qu'on va appeler sourire va être, un signal de soumission, et de peur, donc il n'a pas du tout la même, interprétation. Et donc à chaque fois qu'on va étudier une espèce, si on veut au début, essayer de comprendre quelle est la signification de chaque comportement, on doit d'abord décrire formellement chaque comportement et voir comment il s'associe à d'autres comportements et s'associe spécifiquement à certaines, heu, séquences de comportements ou certaines situations. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc quand on va observer une nouvelle espèce et qu'on va réunir l'ensemble des comportements, dans un répertoire comportemental, c'est ce qu'on va appeler un ethogramme. Alors ici, par exemple, vous avez l'éthogramme pour, la cigogne. Heu, alors ce qui est intéressant quand je demande aux étudiants d'étudier, d'observer la cigogne et de décrire les comportements de manière formelle, c'est très difficile pour eux de trouver une définition de vol parce qu'ils quand on leur dit, quand on dit: «Bah, définissez vol», en général, ils disent: «Bah, l'animal vole» et je leur dis: «Mais c'est pas vous pouvez pas définir un mot en utilisant ce mot». Donc ici, vous voyez que, par exemple, vol, est défini comme l'individu ne touche pas le sol et a les ailes déployées et on peut battre les ailes ou non. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, en effet, puisque du coup, il y a des mots qui sont très simples dans notre langage, où la définition est pour nous acceptée, mais qui, du coup, demandent certaines difficultés quand on doit s'abstenir d'utiliser ce mot. Alors, quand on va étudier les comportements, on va aussi définir, différents types de comportements ou voir comment ce comportement se produit en fonction de manière plus ou moins fréquente dans le temps. Donc on va définir un état comme une activité qui va durer dans le temps. Vous avez un état de vigilance, un état de repos, donc il va y avoir un début et une fin, à cet état. Un événement, ça va être un changement d'état ou une interaction rapide. Par exemple, se lever, faire un cri d'alarme, mais parfois vous avez des salves. Donc c'est la répétition d'un même comportement par phase, comme le grattage, qui peuvent finalement définir un certain état. Si vous avez une répétition dans le temps, du toilettage ou du grattage, qui va durer un certain moment, donc c'est un événement, hein, juste se gratter, c'est, un comportement, mais le faire plusieurs fois peut définir à un certain moment, un état. Alors ça va demander à ce qu'on étudie, du coup la fréquence des comportements, leur durée dans le temps et qu'à travers la durée de production de comportement ou de non-production du comportement, du coup, on va déterminer des seuils qui vont nous permettre de dire si c'est un état ou si ce n'est pas un état. Alors ensuite, quand on va étudier les comportements, il faut faire attention à l'heure et la durée d'observation. Donc on va par exemple observer à un certain moment dans la journée, et il faut que cette, durée, se répète au fur et à mesure des observations. Et puis on va aussi observer, il faut essayer de couvrir, l'entièreté de la journée, par exemple. Si vous étudiez 2 groupes d'animaux, mais que vous étudiez un groupe le matin et un groupe l'après-midi, tout ce que vous allez comparer d'un point de vue social peut être simplement lié au fait que, la rythmicité, le rythme des animaux est différent entre le matin et l'après-midi. Donc si vous étudiez 2 groupes, il faut qu'il y ait le même nombre d'heures dans chaque groupe qui soit fait entre le matin et l'après-midi, par exemple. Ensuite, il va falloir voir comment vous faites ces observations. Ça va dépendre de l'espèce. Ça peut être de manière indirecte en utilisant des caméras ou derrière un miroir. Ça, c'est assez pratique, par exemple, avec des oiseaux qui ne savent pas forcément se reconnaître dans un miroir.
peuvent être habitués assez facilement à la caméra. Ça va être plus difficile avec des individus qui se reconnaissent dans la caméra comme certaines espèces de primates, où du coup, ils vont, au début, en tout cas, interagir avec le miroir. Alors, il faut savoir que le miroir, par exemple, si on le met dans un groupe de flamants roses ou avec des lapins, ils ont l'impression d'être plusieurs, ils sont contents et le bien-être est monté. Et puis, vous avez l'observation directe. Donc là, c'est du coup votre présence sur le terrain. Alors là, il faut une certaine phase d'habituation en fonction des espèces pour qu'elles s'habituent à votre présence et que leur comportement ne soit plus dérangé. Et puis, il faut aussi que l'observateur soit neutre, n'intervienne pas. Et parfois, il faut vérifier puisque vous avez certaines expériences qui ont montré que, en fonction de si l'observateur était un homme ou une femme, les résultats pouvaient être différents. Et vous pouvez même aller plus loin avec l'effet Pygmalion, où en fait, il a été montré que deux groupes d'étudiants testaient des rats qui étaient dits intelligents ou stupides, et qu'en fait, le premier groupe, on leur disait que les rats étaient intelligents, et le deuxième groupe, on leur disait que les rats étaient stupides, sauf que les rats étaient de la même population, sans aucun souci. On avait vérifié avant leur capacité cognitive, et que les rats qu'on donnait aux étudiants dont le groupe devait être intelligent, en fait, montraient des capacités cognitives, ou en tout cas des résultats au test qui étaient bien supérieurs qu'au groupe qui était considéré comme stupide. Donc en fait, les rats changeaient leur comportement en fonction de l'observateur qui était présent, donc il y a quelque chose qui devait passer. Outre le fait que parfois on est aussi influencé par la façon dont on va relever les comportements, et ce qu'il faut parfois, c'est un observateur dit aveugle qui ne comprenait pas forcément le but de l'étude. Et puis après le matériel, on se doute bien, on va passer ensuite à quelques exemples, mais selon le sujet, il va falloir un chronomètre, les jumelles, les caméras, le dictaphone, carnet, surtout selon les comportements qu'on va relever, qui vont être des comportements qui finalement peuvent se relever au fur et à mesure sur le papier, ou des comportements qui vont être très rapides et ne peuvent pas ni se relever sur le papier, ni se relever à travers l'utilisation d'un logiciel. Donc il faut utiliser la caméra, ou ensuite on va repasser l'événement au ralenti. Quand vous observez des agressions chez des primates, vous ne pouvez pas ni utiliser le crayon, ni utiliser un- une tablette, parce que du coup c'est trop rapide et il faut utiliser la caméra. Euh, Ça, c'était une... non, je sais pas. Ah, c'est pas grave, je vais passer. Alors, sur les logiciels, rapidement, puisque je crois que Sébastien va revenir dessus. CyberTracker, tu vas revenir dessus, Sébastien, c'est ça? Non? Ah non, d'accord. Non, il ne va pas revenir dessus. Donc, vous avez par exemple CyberTracker, qui est un logiciel qu'on utilise en éthologie. Il y a un logiciel qui est gratuit, qui peut être utilisé sur Android ou smartphone, et en fait qui est totalement paramétrable. Vous avez différentes sortes de fenêtres qui peuvent être paramétrées directement sur votre ordinateur en utilisant des symboles, qui peuvent par exemple être des symboles ou les numéros ou les noms qui correspondent aux animaux que vous observez, et ensuite mettre des fenêtres de comportement. Et en fait, vous relevez directement ces comportements sur l'appareil, vous enregistrez tout sur un fichier Excel qui est ensuite directement téléchargeable sur votre ordinateur. Donc, c'est un gain de temps assez incroyable, plutôt que de prendre directement sur une feuille qui ensuite doit être reprise sur l'ordinateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un site internet qui s'appelle Carnet de terrain électronique, où du coup ici, l'ensemble des logiciels qui peuvent être utilisés sur tablette ou Android sont référencés de manière à justement pouvoir relever différents types de comportements sur le terrain. Et alors surtout, il faut, quand on observe, de l'attention et de la rigueur. On dit généralement qu'on ne peut pas observer plus de 4 heures par jour, même si des fois on force un petit peu. Plus du tout. Alors attendez, j'ai plus aucune vidéo, je vais juste aller la rechercher. Vous n'arrivez pas à vous connecter? Si, si, normalement, vous pouvez vous connecter sans souci.
Je vous enverrai le lien après. Par exemple, une petite vidéo toute simple qu'on appelle le test de concentration. Si vous avez une équipe en blanc et une équipe en noir, vous devez compter le nombre, du coup, j'ai pas le nombre de passes que fait l'équipe en blanc. OK? Maintenant, qui a vu l'ours qui faisait du moonwalking sur la vidéo? Alors juste pour compter dans la fenêtre, qui l'a vu et qui l'a pas vu, si j'arrive à retrouver les voilà et autre petite vidéo, assez marrante aussi. Vous avez pas le je vais voir si on arrive à avoir le son. C'est une sorte de, Cluedo. Ce qui est surtout intéressant dans cette vidéo, c'est si vous avez vu les différents changements qu'il y a lieu au fur et à mesure. Je crois qu'il y a eu une vingtaine de changements et on va les repasser au ralenti. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point on peut être biaisé, hein, du coup. Notre attention peut être biaisée, du coup, ça vous montre à quel point on peut faire des erreurs dans les observations. Donc, à quel point il faut, justement être rigoureux, heu très précis dans les relevés. Et puis vous avez, du coup, différentes méthodes de relevé, qui vont se faire en fonction de la question, du sujet, de la visibilité des animaux et du matériel dont dispose le chercheur. Alors, faut savoir que, du coup, en éthologie, on a, 5 méthodes précises d'analyse des comportements, de collecte, des comportements, qui vont se déterminer en fonction de qui observer et quand. Alors, est-ce que vous observez un individu en précisément? Est-ce que vous observez l'ensemble des individus? Est-ce que vous observez un comportement? Et également comment on observe en continu, donc ça veut dire qu'on va observer l'individu tout le long, en continu ou en discontinu. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de photo, écrite, toutes les 5 minutes. Alors la première méthode, pardon, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage ad libitum. Donc ad libitum, ça veut dire à volonté et là, l'observateur va noter tout ce qu'il veut et quand il peut ou quand il veut. Alors ça, il faut savoir que, de manière générale, c'est une méthode qui est utilisée à partir du moment où on fait des observations dites préliminaires, où on va observer une nouvelle espèce. Donc, dès qu'un comportement se produit, quelque part, on le note. Vous avez également l'observation ou l'échantillonnage par individu. Là, ça va être intéressant, ça veut dire qu'on va se focaliser un certain temps sur un individu et on va noter tous les comportements de cet individu ou les comportements qui nous intéressent de cet individu. Donc vous allez vous focaliser par exemple sur l'individu blanc pendant, ça peut être, 5 minutes, ça peut être une demi heure, ça peut être 1 heure. Ça va être intéressant,
à partir du moment où vous ne pouvez pas observer tous les individus à la fois, mais également qu'il n'y ait pas trop d'individus dans le groupe, parce que sinon, ça vous demande beaucoup d'observation. Il faut savoir que de manière générale, quand vous faites ça, il vous faut à peu près 5 à 10 heures d'observation par individu. Donc si vous avez 30 individus, ça vous fait à peu près 300 heures. Mais si vous avez 100 individus, ça vous montez à plus de 1000 heures et là, vous ne pouvez pas tout observer. Donc vous vous focalisez sur un échantillon. Il faut savoir également qu'il vous faut observer les individus de manière égale, parce que sinon vous biaisez les comportements. Il suffit pas juste de corriger par le nombre d'heures où l'individu a été observé. Si vous observez un individu simplement 1 heure, un autre 5 heures et puis un autre 20 heures, forcément, par rapport à la probabilité d'observation de certains comportements, vous allez surestimer ou sous-estimer l'apparition de ces comportements sur les individus en question. Pour l'échantillonnage par scan, ici vous faites une photo du groupe toutes les 5 minutes en gros. Ça, c'est surtout pour des comportements qui sont des comportements dits d'état, donc comme on a vu, c'est-à-dire des comportements qui durent un certain moment. Si vous utilisez ici des comportements qui sont très rares à observer et très rapides, comme l'agression, l'échantillonnage par scan n'est pas du tout utile. Donc en fait, toutes les 5 minutes, en fait, vous allez, par exemple, observer l'activité des individus. Qui est en train de fourrager, qui est en train de dormir, etc. Toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Et du coup, vous allez avoir le long de la journée donc ça fait 5 minutes, ça fait à peu près 12 observations par heure. Si vous observez pendant 5 heures, vous allez avoir 60 observations par jour. Ça, c'est aussi utile pour observer les distances entre les individus ou les contacts entre les individus. Donc, vous allez mesurer en fonction de certains critères, en contact à moins d'1 mètre, à moins de 5 mètres, distance d'un corps, le nombre d'individus dans le rayon de chaque individu. Ça va vous faire ce qu'on appelle du coup une matrice de contingence ou un réseau à chaque scan. Et sur l'entièreté de la journée, vous allez pouvoir sommer ces scans. Et enfin, vous avez l'échantillonnage par comportement. Donc ici, vous regardez tous les individus, mais vous vous focalisez sur un comportement précis. Par exemple, le fait de dormir ou le fait de se toiletter. Et donc, à chaque fois que le comportement de se toiletter se produit, vous notez qui toilette ici et la durée du comportement. Donc, l'échantillonnage par comportement se fait à partir du moment où vous avez un comportement qui est assez rare à observer, par exemple, et où vous pouvez quand même observer presque l'entièreté des membres du groupe. Parce que sinon, si vous focalisez à chaque fois sur le centre du groupe, vous n'allez jamais observer les individus périphériques et donc vous biaisez aussi les observations. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ou alors, si vous ne pouvez pas observer tous les membres du groupe, il faut noter à chaque fois que vous observez des comportements de toilettage de qui envers qui étaient également présents dans ceux que vous observez. Donc voilà, alors le 1-0, là, je ne vais pas vous le présenter, parce que du coup, c'est une méthode pour les débutants. Donc vous avez les méthodes d'échantillonnage, DIPTOM, individu, scan, comportement, les méthodes d'enregistrement en continu ou en discontinu. Et en fonction du nombre d'individus de la question que vous avez, vous pouvez choisir du coup la méthode qui vous intéresse. Alors ensuite, vous avez aussi 2 types de méthodes de protocoles en éthologie, l'observation naturaliste et les manipulations expérimentales. L'observation naturaliste, elle va être très importante à partir du moment où vous avez une question et que vous voulez vérifier dans la nature qu'est-ce qui se passe, mais en fait, vous allez toujours observer que des corrélations entre différents comportements ou différents facteurs. Il va être très difficile de mettre une cause de quel facteur va influencer quel facteur. À partir de ce moment-là, il faut essayer de passer du coup sur des manipulations expérimentales où du coup, vous allez tester précisément ce qui vous intéresse, inverser, contrôler l'ensemble des facteurs et vous allez pouvoir mieux répondre à votre question. Alors pour certaines espèces, il est possible de recréer assez facilement un milieu naturel en laboratoire. Si vous utilisez de grands aquariums pour certains poissons ou certains amphibiens, ou si vous utilisez un grand espace pour les fourmis, il n'y a aucun souci pour que finalement elles ne soient pas très influencées par les conditions de captivité.
ça va être différent à partir du moment où vous utilisez des espèces qui nécessitent un certain espace et que du coup, votre espace est réduit. Vous pouvez aussi faire des expériences en habitat naturel, ça devient intéressant. Ça peut être aussi difficile de contrôler les différents facteurs. Heu et parfois, au lieu de demander à l'individu qui vienne, du coup, être testé directement quand vous avez envie de le tester ou quand vous pouvez le tester, il existe maintenant des méthodes automatiques d'enregistrement des comportements où ici, vous avez par exemple les chimpanzés, qui ont des tablettes et qui viennent, tester. Ils ont l'habitude d'utiliser les tablettes, ils viennent tester certains protocoles sur les tablettes. À chaque fois qu'ils répondent à une question, du coup, ils ont un petit bonbon à la banane, je crois. Et là, du coup, vous avez plus besoin d'être présent et en plus, les sujets peuvent venir répondre au protocole expérimental quand ils veulent et le temps qu'ils veulent. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est justement à partir du moment où on va vouloir tester différentes espèces pour répondre à une seule question, c'est le développement d'un protocole expérimental qui va être applicable, commun à l'ensemble des espèces. Donc ici, vous avez l'exemple du Primate Cognition Test Battery, qui a été un ensemble de 15 tests, 16 tests, je crois, qui a été développé pour essayer de comprendre l'évolution des capacités cognitives chez les primates. Que de manière générale, on essayait de les comprendre, mais à chaque fois, pour chaque espèce, il y a des protocoles différents qui étaient appliqués et du coup, c'était très difficile de pouvoir comparer. Je peux passer. Ici, vous avez l'ensemble des tests qui sont représentés pour essayer de comprendre dans quelle capacité précise les primates sont plus ou moins aptes à répondre. Donc, vous avez tout ce qui est cognition physique, qu'on va considérer comme la reconnaissance dans l'espace, la reconnaissance des quantités, la reconnaissance de la causalité, ou alors tout ce qui est cognition sociale, comme l'apprentissage social, la communication, ou ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire être capable de se projeter dans les intentions, dans les connaissances des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé chez les primates, mais qui est maintenant assez répandu et qui est même utilisé chez d'autres espèces animales. J'en ai déjà parler un petit peu. Alors, l'observateur va avoir plusieurs biais sur le terrain. Déjà, vous avez l'habituation des animaux et tous les effets qui peuvent être dus à certaines caractéristiques que vous présentez. Donc, il faut essayer de s'en abstenir. La façon dont vous êtes habillé, par exemple, essayer de venir habillé toujours la même façon, pas forcément porter des couleurs qui vont être des couleurs vives. L'entraînement à l'observation pour éviter les erreurs. Ça, à chaque fois qu'il y a un nouvel individu, nouvel observateur vient pour observer les animaux et pour vous aider dans les observations. Il faut qu'il y ait un temps d'observation finalement et on va comparer ce que vous relevez et ce que le nouvel observateur va relever et on va faire ce qu'on appelle un test de concordance qui va nous permettre de mesurer justement le taux d'erreur qu'il y a entre les différentes observations et voir justement si ce taux d'erreur est très très faible pour pouvoir continuer les observations ou alors est-ce qu'il faut encore de l'entraînement. La concentration et la rigueur, et du coup le problème de coordination entre les 2 observateurs. Vous avez aussi le principe de randomisation, c'est-à-dire que quand vous allez observer différents individus, au fur et à mesure du jour, il ne faut pas répéter les observations pour le même individu à la même heure le jour suivant. Parce que si vous avez une certaine rythmicité, dans la production des comportements, du coup, il faut que vous randomisiez, les observations. Alors ça, il ne faut pas avoir peur, hein. Il y a des logiciels qui existent. Alors, il faut randomiser les heures d'observation dans la journée, les ordres des individus pour faire le forecast testing, les tests pour les expériences. Et donc, soit vous faites un papier chapeau, la méthode la plus simple, ça veut dire que vous avez vos 10 individus qui sont notés sur des petits papiers et vous tirez au hasard dans votre chapeau. Soit vous utilisez randomizer.org, qui est un très bon logiciel qui vous permet du coup de tirer le nombre d'individus que vous voulez, dans le nombre de conditions que vous voulez et le nombre de fois que vous voulez. Il vous sort une liste sous Excel qui est parfaite. Et par exemple, il ne faut pas observer plus de 2 individus à la suite ou surtout pas faire plus de 2 tests à la suite. Parce que parfois, quand vous testez un individu, vous le testez 3 fois avec le même protocole à la suite. Par exemple, il ne réussit pas sur le protocole.
il va être frustré, il va plus jamais vouloir venir être testé, ou alors il va être influencé par la réponse et du coup, il va toujours présenter le même comportement. Donc il faut aussi faire attention à ça et parfois même le prendre en compte dans les analyses. Alors, quel comportement relever? Quelle étude? Quelle méthode utiliser? Prise de données manuelle, et cetera. Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser avant de faire les observations, de manière à ce que, du coup, vous soyez prêt à partir du moment où vous allez faire les observations. Alors bien sûr, vous pouvez aller observer de manière préliminaire les animaux et justement essayer de voir si vous avez tout parfaitement planifié ou si vous devez encore réfléchir à quelques petites choses. Alors ça, je vais les passer directement. Alors, il y a des méthodes précises qui existent aussi à partir du moment où on va relever les conflits et surtout les réconciliations. Heu, Dans le sens où, en fait, quand on va étudier les réconciliations, on doit essayer d'observer si la réconciliation, donc 2 individus qui vont présenter des comportements positifs affiliatifs suite à une agression, est quelque chose qui suit, du coup, une agression ou quelque chose qui se produit au hasard. Alors, lorsque vous relevez un conflit, vous relevez l'heure du début et de fin du conflit, l'identité de l'agresseur et de l'agressé, s'il y a l'intervention d'individus tierces, et s'ils interviennent de manière pacifique ou agressive et envers qui, le type et le nombre d'échanges. Et après le conflit, vous devez noter s'il y a justement euh, des échanges dans les 10 minutes. Il y a un contact affiliatif. S'il y a des échanges dans les 10 minutes et un contact affiliatif, vous pouvez dire que c'est de la réconciliation seulement si, en fait, la veille, vous observez au même moment les animaux et du coup, ou le lendemain. Et du coup, en fait, vous regardez si ce contact affiliatif se produit exactement à la même heure ou pas. S'il se produit exactement à la même heure, ça veut dire que c'est pas forcément dû à l'agression qui a suivi, enfin qui a précédé la veille. S'il n'y a pas de contact affiliatif qui se produit à la même heure, vous pouvez conclure que c'est une réconciliation. Alors ça, c'est une ancienne méthode qui était relativement robuste. Il faut savoir que maintenant, à partir du moment où on va relever un ensemble de conflits, un ensemble de réconciliations, on va les mettre dans des logiciels qui vont nous permettre enfin des packages qui vont nous permettre d'analyser en fait la probabilité d'observation d'un comportement en fonction d'un autre ou du hasard et qui va vous dire directement si c'est une conséquence de l'agression ou si c'est dû totalement au hasard. Donc ensuite, pour les analyses vidéo et les logiciels, à partir du moment où vous avez enregistré différents comportements par caméra, vous pouvez les analyser. Et au lieu de les analyser à la main, vous avez des logiciels qui existent où vous allez pouvoir configurer à chaque touche un comportement. Donc vous avez par exemple Etholog, qui est gratuit, assez facile d'utilisation, mais où il y a peu de possibilités. Vous avez Boris, qui est de plus en plus utilisé par les chercheurs et les étudiants, qui est gratuit, très facile d'utilisation également et assez configurable. Ethovision, ça c'est si vous avez beaucoup de fonds à dépenser, qui va justement même suivre les animaux de manière automatique. Et puis après, vous avez des packages ou des softwares qui existent et qui sont un peu moins faciles d'utilisation qu'Ethovision, par exemple, mais qui sont beaucoup plus programmables et qui peuvent répondre à beaucoup de questions. Alors ici, vous avez Jabba, qui est justement une intelligence artificielle qui va s'adapter à ce que vous lui donnez comme réponse. Donc, il va observer les comportements qui sont déjà préenregistrés, voilà, et ensuite il va vous poser des questions, ou alors vous allez répondre à certaines séquences de début. Par exemple, ou il contacte, etc. Et à un moment donné, il va bloquer. Et là, quand vous allez faire erreur, vous allez dire non, en fait, tu as raison, c'est véritablement un contact, ou non, ceci n'est pas un contact. Et il va apprendre au fur et à mesure de ces différents questions-réponses et interactions que vous avez avec l'intelligence artificielle, et il va devenir de plus en plus précis. Alors ici, c'est justement quelque chose qui a été fait sur le suivi
individuelle de plusieurs drosophiles dans une arène et qui permet du coup de suivre un certain nombre, même un grand nombre de comportements. Et donc ici, c'est aussi pour vous montrer qu'il est capable de suivre différents, de 20 à 30 individus dans une petite arène. Alors, autre façon de noter, mais on reviendra un peu dessus dans la seconde partie. Ça, c'est par exemple des expériences qu'on a réalisées où nous, on va mettre des QR codes sur les fourmis. Du coup, on arrive à suivre de manière automatique. On utilise un logiciel qui s'appelle UseTracker, mais il y a aussi d'autres logiciels qui existent. Et comme le QR code a une orientation, on arrive aussi à voir si les fourmis sont en train de se contacter ou faire des échanges de bouche à bouche et les suivre tout au long du processus. Alors, dernier point qu'il faut aborder quand on observe les individus, c'est la reconnaissance individuelle. À partir du moment où on va vouloir analyser les réseaux sociaux et étudier les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître chaque individu. Alors, à partir du moment où vous lui mettez un appareil qui est identifié, un capteur, un GPS, là, il n'y a aucun souci. Mais si vous observez les individus, il faut savoir vous-même les reconnaître, parce qu'il y a un paquet de questions qui est important. Alors, la reconnaissance interindividuelle, elle peut se faire pour certaines espèces qui sont très difficiles de reconnaître de manière individuelle à travers l'utilisation de marqueurs. Alors, chez les fourmis, vous avez des points de peinture, vous avez le QR code. Chez les petites émiries, où c'est assez difficile à les reconnaître, vous pouvez mettre justement des bagues ou des colliers de couleurs, comme chez les cigognes. Chez d'autres espèces, vous allez avoir des différences individuelles qui vont être assez prononcées et vous pouvez assez facilement les reconnaître. Donc, ça va aller de la simple reconnaissance faciale du coup à la reconnaissance des ailerons chez les cétacés ou chez les requins. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des logiciels de reconnaissance automatique avec l'intelligence artificielle qui existe. Et chez d'autres espèces qui sont à la fois en milieu naturel ou à la fois agressives et que vous ne pouvez pas forcément capturer, et ben là, ça va être difficile de les reconnaître, mais pourtant, il faut vous plonger dedans et prendre un certain temps pour les reconnaître. Donc, il faut savoir qu'un individu qui est novice, pour reconnaître une soixantaine d'individus de babouins, il lui faut bien, de manière tous les jours, 1 mois, je dirais, pour pouvoir reconnaître chaque individu de manière assez parfaite. C'est 1 mois. Voilà pour ce premier point. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, on va essayer de remettre des choses. J'ai pas réussi à me connecter tout à l'heure sur le réseau principal. Je vais essayer de me reconnecter. Du coup, tout se connecte avec toi. Mais via Zoom, tu n'arrives pas à te connecter? Ouais. Ok. Ouais, c'est pas grave. Parce que je voulais vous projeter les choses sur l'écran derrière, mais du coup, on va pas réussir. Alors, attendez, je vais remettre en plein écran. Vous voyez, vous m'entendez? Vous avez des questions par rapport à ces premiers points ou ça va? Moi, j'avais quelques questions. Bonjour à tous, déjà. Ça va, Nicolas? Ça va et toi? Ça va. J'avais quelques petites questions sur le modèle hypothético-déductif, je vais y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu d'inductif en éthologie avec les observations très longue durée sur des groupes je sais pas, Ouais, style. c'est ça qui est difficile. Ça a été assez critiqué. C'est un peu la méthode de Sherlock Holmes qui dit qu'il faut d'abord avoir la question et puis je ne sais plus exactement dans quel sens il tourne ça, mais euh, il y a c'est assez difficile hein, dans le sens où c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime bien aussi avoir des personnes qui peuvent prendre les données pour nous et qui vont pas être forcément influencées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un observateur fait à la fois les observations et ensuite les analyses, on peut se demander à quel point même en restant rigoureux, en fait, à partir du moment où on va mettre un certain seuil pour un certain nombre de données,
l'erreur de la non intentionnelle de bouger le seuil de manière positive ou négative en fonction de la question quand il y a une question, une hésitation sur un comportement peut être forte. Après, il y a aucun moyen de la contrôler, excepté de faire des analyses en aveugle, par exemple. C'est vrai que quand je travaille avec un collègue, Frédéric, il m'envoie les données, par exemple, sans que je connaisse quelles conditions il a faites. Donc, comme ça, moi, je les analyse, les données, et puis après, je le renvoie avec les noms anonymes qu'il m'a donnés, et puis là, c'est lui qui remet les conditions par-dessus. Et comme ça, j'ai pas été influencé. C'était ça que tu voulais poser comme question ou pas? C'est à peu près ça. Et en fait, c'est lié à d'autres questions aussi, parce qu'il y a, je sais pas, ils ne sont pas si nombreux, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui ont quand même proposé de faire des ethnographies animales, tu vois, plutôt que d'essayer d'arriver à cette neutralité, plutôt d'intégrer l'influence de l'observateur et du coup, vraiment d'intégrer cette interaction de l'observateur avec les animaux observés, de la prendre en compte, voire même de l'étudier et d'y voir un intérêt particulier aussi. Je sais pas, je pense notamment au travail de Frédéric Jankowski, qui avait travaillé sur l'étude des babouins et c'est du coup un travail à la fois d'anthropologie et d'éthologie. Et voilà, parce que du coup, je me dis que si on remet en cause cette possibilité de faire de l'inductif sur l'éthologie, on pourra aussi la remettre en cause sur l'ethnologie, parce que certes, on a peut-être des discours qui vont s'ajouter aux observations. Mais pourquoi il faudrait remettre en cause en fait ces observations longue durée avec une implication, y compris du chercheur par rapport au groupe qui l'étudie? On la remet pas en cause, hein, il y a très peu de questions là-dessus. Après, je pense que c'est à nous, en tant que scientifiques, d'être le plus rigoureux possible. Après, c'est vrai qu'on a entendu des anecdotes à droite, à gauche. Tout à l'heure, je vous présenterai des travaux sur les babouins madrias qui ont été faits par Kummer, qui est un grand primatologue, hein, l'un des premiers aussi. Et il y a eu des anecdotes qui disaient qu'en fait, il observait les comportements des babouins en train de se déplacer collectivement, mais qu'en gros, il courait derrière. Il influençait pas mal les déplacements. Mais voilà. Après, en éthologie, je dirais qu'il y a une méthode qui permet de prendre en compte cette influence, mais qui est faite en même temps pour avoir une influence, ce qu'on appelle la méthode participative. C'est-à-dire que là, l'observateur va directement interagir avec l'individu en question. Et du coup, finalement, vu qu'il interagit avec lui et vu qu'il faut cette interaction pour qu'il puisse répondre au protocole qu'on est en train de lui poser, et ben, c'est pris en compte, mais en même temps, c'est filmé, c'est rigoureux, c'est contrôlé avec les conditions. Donc, on essaye aussi de diminuer. Et puis, la réponse est claire quand on fait ce type de protocole. Par exemple, c'est un petit gâteau, un moyen gâteau, un grand gâteau. Il échange ou il échange pas, tu vois. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit il échange, soit il échange pas. Donc là, tu peux pas avoir d'erreur possible. L'erreur possible quand tu observes, en pensant que tu es un observateur qui soit honnête, et que donc les seules erreurs que tu vas mettre dans ton jeu de données sont des erreurs qui ne sont pas intentionnelles. C'est à chaque fois des erreurs qui sont sur, du coup, des seuils arbitraires, par exemple, que tu vas mettre. Tu vois? Par exemple, est-ce que là, toi, tu te dis, bon, bah, moi, je considère que ce comportement-là, je le dis que c'est vrai, il existe, il apparaît, quand l'individu bouge sur plus d'un mètre. Et puis des fois, bah, il a bougé à 95 centimètres, tu vois. Ou alors tu sais pas trop puisque tu es en train d'observer, mais tu n'as pas un mètre avec toi. La question, c'est est-ce que ici, ça va être important? Finalement, est-ce que ce taux d'erreur aussi qu'on se pose, est-ce que le seuil que tu mets qui peut être plus ou moins variable, est-ce que le fait de le changer plus ou moins, à quel point il peut impacter tes observations? Alors après, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, maintenant, on considère justement qu'il peut y avoir un taux d'observation assez important, un taux d'erreur assez important, pardon, dans tes observations. Ce qui va être fait, c'est que
Après, dans les analyses, il va y avoir plein de permutations qui vont être faites pour vérifier justement si la corrélation que tu observes entre différents facteurs est une corrélation qui est vraie ou est une corrélation qui peut être due finalement au hasard. Et quand je dis au hasard, ça veut dire qu'il y a cette part d'erreur de l'observateur qui est incluse dedans. Donc plus dans ce que je peux voir au niveau de l'éthologie, c'est que plus le temps passe, plus il existe des méthodes pour essayer de corriger ces erreurs, en tout cas. Après, tu n'iras jamais contrôler quelqu'un qui décide de modifier ses données ou qui décide de fausser ses stats. Ça se voit, ça c'est déjà vu. Et ça, c'est intentionnel. Et donc, ça, quel que soit le taux de contrôle que tu pourras avoir, tu ne pourras jamais les contrôler, mais ça restera. Enfin, j'espère. Oui, oui. Non, non, après, c'était plus en fait un truc plus général, en fait, y compris sur ouais, c'est plutôt des anthropologues quoi, qui ont aussi remis en cause, enfin, sur les études animales, remis en cause la question de l'objectivité comme étant potentiellement une barrière aussi à la compréhension de certains comportements qui sont liés à des interactions. Tu vois, mais après, tu pourras aller plus loin que ça. Hein. Tu pourrais simplement dire qu'en tant qu'humain, on n'est pas forcément capable de comprendre les animaux parce qu'on les observe à travers un œil humain et que finalement, il y a certaines questions qui restent toujours humaines et que comprendre la vraie ou les vrais mécanismes cognitifs qui se passent dans la tête de l'animal, ça restera toujours interprété dans le sens où bah, ça s'est interprété selon un humain, tu vois, l'anthropomorphisme pur. Donc, mais finalement, par exemple, on a pas mal réfléchi là-dessus. Tu avais au début tout ce qui était le canon de Morgan, et puis beaucoup de chercheurs qui te disaient, bon, bah, chez les animaux, on doit accepter l'hypothèse la plus simple qui peut se produire. Puis du coup, on avait du mal à essayer d'émettre des hypothèses qui étaient assez anthropomorphiques. Mais si tu appliques un anthropomorphisme qui est dit scientifique, c'est-à-dire que finalement, quand tu observes un animal, tu te fais des différentes hypothèses qui vont de la notion la plus simple, de l'hypothèse la plus simple à l'hypothèse la plus anthropomorphique, et que tu testes ces hypothèses et que tu arrives en fonction des résultats, tu arrives à replacer, c'est pas finalement un mauvais anthropomorphisme. Et ça a permis de montrer que justement, chez des espèces comme les chimpanzés, tu avais des capacités cognitives qui étaient assez proches des humains. Et voilà. Et après, tu as aussi l'œil de l'observateur, c'est vrai. Par exemple, je regardais il y a toujours le reportage, mais Leakey, qui était un grand anthropologue et qui a voulu, vous connaissez tous, hein, je pense, qui a voulu comprendre un peu l'évolution de l'homme à travers l'observation des primates, il a envoyé des femmes, dont Jane Goodall observait les chimpanzés, parce qu'à l'époque, en fait, les hommes qui observaient les animaux avaient une certaine notion de ce qu'ils observaient, en particulier le mâle dominant, l'agression, des choses comme ça, qui étaient pour lui totalement biaisées pour Leakey. Et donc, il a choisi spécifiquement d'envoyer des femmes. Et donc, tu vois, ouais, il y a des choses qu'il faut vérifier, par exemple. Alors, dans ces vérifications, ce qui va se vérifier, ça va être la réplication ou la pseudo-réplication. On va tester toujours presque le même protocole, mais en changeant quelques petits trucs. Par exemple, l'observateur, un homme, une femme, en aveugle, pas en aveugle, et puis changer des petites choses dans le protocole, et puis essayer de voir si finalement on obtient toujours les mêmes résultats. Même dans le taux d'observation que tu as fait, ou en changeant le seuil, parfois on nous dit, mais pourquoi ce seuil-là? Alors tu dis, mais alors du coup, bah, je vais choisir un autre seuil. Et tu regardes en choisissant un autre seuil à quel point les résultats que tu obtiens sont robustes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu arrives à montrer que finalement, le seuil que tu as choisi, en le changeant plus ou moins, que en faisant des observateurs différents, en répliquant tout ça, bah, tu obtiens toujours les mêmes résultats, ça veut dire que là, tu as quelque chose qui est assez rigoureux. Et c'est ça qui est important. C'est pas quelque chose qui est systématique, mais c'est quelque chose qui devrait l'être. D'accord, merci. En fait, c'est juste au final, il y a quand même beaucoup on observe des comportements individuels, des comportements sociaux. On pourrait se dire que finalement, éthologie et ethnologie sont très proches. Enfin, d'ailleurs, il y a une éthologie humaine.
On peut se demander pourquoi il y a des méthodes qui s'appliquent à l'une et pas à l'autre, en dehors de l'analyse des discours qui, fondamentalement, change beaucoup les choses. Mais j'avoue que c'est ça Je pense que c'est parce qu'il y avait des guerres d'école avant et que c'est en train de changer et qu'on est en train de se rapprocher et de faire de plus en plus ou de transdisciplinaires, mais je pense que c'était surtout des guerres d'école. Il y a eu une scission, hein. Quand tu regardes dans les années 1850, les gens qui étudiaient les sociétés humaines étudiaient aussi les sociétés animales. Et finalement, il n'y a pas eu tu regardes j'ai oublié leur nom, mais c'est pas grave. Et c'est après qu'il y a eu une scission entre différents domaines, qui est assez forte, hein, d'ailleurs, je dirais même en France, puisque nous, en éthologie, on appartient aux sciences biologiques, alors que vous, en ethnologie ou en anthropologie, vous appartenez aux sciences humaines. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes en Angleterre ou aux États-Unis, l'éthologie appartient plus aux facultés de psychologie, donc aux sciences humaines, qu'aux sciences biologiques. Donc je dirais que même qu'en France, ça a été quelque chose qui était beaucoup plus fort. Et c'est vrai qu'il y a encore certains discours là-dessus qu'on entend, comme quoi c'est pas une science, c'est machin, c'est toi, mais c'est quelque chose qu'il faut pas écouter et puis laisser de côté, quoi. Oui, c'est des discours qu'on entend sur des gens qui font de l'écologie comportementale, par exemple, et qui vont reprocher à l'éthologie de ne pas avoir la dimension évolution. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Tu serais pas au CEF, toi? Je vois François qui rigole beaucoup derrière. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais comme nous, on a reproché en étant éthologue que les écologistes comportementaux, des fois, ils testaient des questions évolutives sans regarder les mécanismes et que du coup, corrélation n'était pas raison, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je viens d'une école d'éthologie, je réponds à des questions qui sont des questions évolutives, mais j'essaye de comprendre les deux aspects parce que je trouve que c'est important. Et que les gens qui étudient qu'un seul aspect, bah, finalement, ils n'étudient pas toute la question. Et c'est dommage, c'est pour ça que je parlais des 4 questions de Tim Bergen au début, où pour moi, quand tu étudies un comportement, tu dois essayer de l'étudier de manière globale et pas juste à t'attacher à ce qui t'intéresse. C'est ce qui permet de répondre à ta question en particulier. Ouais. OK. Vous avez d'autres questions ou on passe à la suite? Eric, ouais, je vois qu'il a la main levée. Tu avais une question, Eric? Oui, je vais essayer de ne pas faire perdre trop de temps à la communauté. Je voudrais quand même juste revenir sur l'effet Pygmalion parce que c'est un peu dans le fil de ce que disait Nicolas. La première question, c'est est-ce qu'on a testé si les deux groupes d'étudiants, il y en avait un qui était stupide et l'autre pas? Parce qu'il me semble qu'on peut boucler et voir les biais, il faudrait envisager ça. Ensuite, je rebondis sur cet effet Pygmalion que j'aime énormément, qui est inévitable quand un humain observe d'autres humains. Puisque finalement, tout dispositif d'observation, que ce soit des comportements verbaux ou d'autres types de comportements, est une fonction de la qualité de la relation, qui ne peut pas être annulée, mais doit être intégrée au dispositif de l'observation, non pas comme quelque chose que l'on doit absolument éviter et neutraliser, mais qu'on doit comprendre pour comprendre la série de biais que ça introduit. Et je me demandais, Nicolas a proposé que le fait que les humains sont bavards était le critère de différenciation entre les deux approches. C'est un des éléments, mais j'ai le sentiment que l'anthropologie, à la différence de l'éthologie, doit admettre la qualité de la relation de l'observateur, sans laquelle peu d'observations sont possibles en contexte, j'allais dire naturel, culturel, quand on étudie des communautés de petite taille. Et voilà, et j'ai essayé de réfléchir un peu à ça, mais il me semble que c'est un des points importants à avoir à l'esprit dans la suite de nos conversations. Voilà, c'était juste ça. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est celui d'empathie qui peut à la fois être trompeur
L'empathie pourrait être trompeuse en partie, mais elle peut aussi amener à comprendre certains comportements, de la même manière que l'anthropomorphisme. Donc, c'est ça qui est délicat, je trouve, parce que évidemment, faire de l'anthropomorphisme avec d'autres humains, c'est pas trop un problème. Et avoir de l'empathie, je pense que c'est plutôt favorable en ethnologie, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut poser problème en éthologie. Et c'est ça, moi, qui me semble intéressant à voir, quoi, parce que dans quelle mesure cette empathie peut aussi aider à comprendre des comportements animaux, parce qu'on a quand même une communauté de sens, d'interprétation du monde potentiellement, avec un certain nombre d'animaux en tout cas. Donc, est-ce que ces biais de Pygmalion, ils sont plus forts sur des singes que sur des fourmis, par exemple? Ça pourrait être une question. Ou le fameux, je ne sais plus qui c'est qui a, je crois que c'est Vincent Després. Hein, on pose des questions intelligentes aux animaux qu'on suppose intelligents et on pose des questions stupides aux animaux qu'on pense stupides, quoi. Il y a vraiment par rapport aux moutons, par exemple, où pendant longtemps, on posait des questions stupides aux moutons, et puis quand on s'est mis à leur poser des questions intelligentes, on a répondu de manière intelligente. Plus ou moins. On ne t'entend pas, Cédric. Pendant longtemps, on a étudié certaines espèces animales et on a proposé à certaines espèces animales des tests parce qu'on pensait qu'elles étaient capables de répondre ou de ne pas y répondre. Maintenant, ça commence à changer, mais c'est un peu le problème de la primatologie. Pendant longtemps, on a testé que les primates sur certaines capacités cognitives en disant, bon, les primates sont capables de le faire. Et puis finalement, on n'avait pas testé d'autres espèces. Donc, on ne pouvait pas forcément répondre à la question de s'ils étaient capables ou pas de le faire. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'est répandu. Les tests se sont faits sur différentes espèces et on a commencé à voir qu'il y avait certaines capacités qui étaient présentes de manière presque universelle. Et c'est ça qu'on a pu répondre. C'est sûr qu'au début de l'éthologie, ou en tout cas il y a quelques dizaines d'années de ça, on était très biaisé. Ok. Faut pas prendre trop de retard, je vais passer au suivant peut-être.